Imaginez un homme qui mène la vie d'une véritable star hollywoodienne. Des voitures de sport, haut de gamme, de somptueux yachts à plusieurs ponts, des flots de champagne de collection, des montres valant des centaines de milliers de dollars, et des soirées en compagnie de célébrités mondiales. Il diffuse sans complexe cette vie de rêve sur les réseaux sociaux, suscitant la jalousie de milliers d'abonnés. Mais derrière cette image lisse et parfaite se cache une réalité tout autre, à glacer le sang. Le propriétaire de toutes ces richesses n'était ni un homme d'affaires, ni l'héritier d'une immense fortune. C'était l'un des bourreaux les plus cruels, sadiques et impitoyables de l'histoire criminelle contemporaine du Mexique. Son vrai nom est José Rodrigo Arechiga Gamboa. Mais des deux côtés de la frontière américano-mexicaine, il semait la terreur sous le surnom de El Chino, le Chinois, ou El Chino Anthrax. Il est passé du statut de simple gars à celui de tueur à gages en chef du puissant cartel de Sinaloa. C'est lui qui a créé et dirigé l'escadron de la mort d'élite, armé jusqu'aux dents, Los Anthrax, qui se traduit par Anthrax, un groupe qui laissait derrière lui des montagnes de corps mutilés et inondait de sang les rues des villes mexicaines. El Chino était une légende urbaine. On composait des chansons à son sujet, et son anneau en or massif en forme de crâne était devenu son emblème. Ses ennemis le craignaient, et ses subordonnés l'idolâtraient. Mais sa principale faiblesse était la vanité. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous raconter l'histoire d'un homme qui s'enivrait de pouvoir et d'impunité, qui a trahi ses puissants patrons, qui a tenté de tromper la justice américaine et la mort elle-même, mais qui a finalement prouvé par son propre exemple qu'un pacte avec le diable finit toujours de la même manière. En regardant les photos d'El Chino, un verre d'alcool de luxe à la main, entouré de mannequins, on a du mal à croire que ce monstre ne soit pas né, un fusil à la main, dans des bidonvilles sordides. L'histoire de José Rodrigo Arechiga Gamboa fait peur précisément parce que ses débuts étaient tout à fait normaux. Il est né le 15 juin 1980 à Culiacán, au cœur de l'État de Sinaloa. Contrairement à la plupart des futurs sicarios, qui cherchaient, dans les cartels, un moyen d'échapper à la misère, José a grandi dans l'abondance et le confort. Sa famille appartenait à une classe moyenne respectée. Son père était fonctionnaire et sa mère universitaire. Mais cette famille aisée avait un secret. Leurs voisins étaient les Zambada. Pour ceux qui ne connaissent pas la hiérarchie du monde criminel mexicain, précisons qu'il s'agit de la famille d'Ismael Zambada Garcia, surnommé El Mayo. Ce génie de l'ombre est l'un des pères fondateurs du cartel de Sinaloa. Alors que le tristement célèbre El Chapo aimait la notoriété et s'est retrouvé en prison aux États-Unis, El Mayo préférait rester invisible, menant ses affaires en toute discrétion. Et ce sont précisément ses fils, Vicente, Ismael Jr. et Sicarios, qui sont devenus les meilleurs amis d'enfance de José Arechiga. Ensemble, ils jouaient au ballon, allaient à des fêtes et grandissaient dans les mêmes rues. Et pourtant, malgré son amitié avec la jeunesse dorée du cartel, le jeune José n'avait absolument aucune envie de se lancer dans le crime. Il avait d'autres rêves, tout à fait légaux. Il rêvait du ciel et voulait devenir pilote dans l'armée de l'air mexicaine. Mais le destin lui a porté un premier coup. La commission médicale l'a déclaré inapte en raison de son psoriasis. Sans baisser les bras, José s'est inscrit à l'université pour devenir architecte. Mais pendant ses études, deux événements ont bouleversé sa réalité habituelle. Il s'est marié et a eu une fille. Du jour au lendemain, son statut d'étudiant modèle
a laissé place au lourd fardeau de chef de famille. L'argent manquait cruellement, les dettes s'accumulaient, et son travail légal ne rapportait pas assez pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant. Le désespoir, principale raison de son entrée dans les rangs des voyous. Et lorsque le poids des responsabilités devint insupportable, José passa ce coup de fil fatidique. Il demanda de l'aide à son ami d'enfance, Vicente Sambade, fils du chef de l'ombre du cartel de Sinaloa. Ce fut là son pacte avec le diable. Vicente a accueilli son ami à bras ouverts, mais il a fallu commencer au bas de l'échelle. Au début, José n'était qu'un simple coursier. Il transmettait des messages, gérait la logistique des petites cargaisons. Mais cet architecte raté s'est révélé incroyablement intelligent. Il a rapidement mis au point un stratagème de contrebande génial et audacieux. Au lieu de creuser des tunnels ou d'engager des passeurs désespérés, José a créé un réseau de sociétés de transport routier tout à fait légal. Ces camions transportaient des marchandises commerciales ordinaires du Mexique vers les États-Unis avec des documents parfaitement en règle. Les douaniers, voyant des bordereaux en règle et des entreprises connues dans leur base de données, laissaient passer les camions sans les inspecter minutieusement. Pendant ce temps, des tonnes de cocaïne et de marijuana passaient la frontière parmi les marchandises légales. Ce brillant stratagème logistique a rapidement fait de José Arechiga non seulement un multimillionnaire, mais aussi l'un des membres les plus précieux du cartel. El Mayo lui-même l'a remarqué. On aurait pu croire que le jeune homme avait atteint son but. Sa famille ne manquait de rien, l'argent coulait à flot, et lui-même était un col blanc, respecté au sein du cartel. Mais c'est précisément, à ce moment-là, au sommet de la richesse et du pouvoir absolu, que quelque chose s'est irrémédiablement brisé dans l'âme de José. Cet étudiant modèle, qui rêvait de construire des maisons, a découvert en lui une soif de sang primitive et insatiable. Le logisticien s'est transformé en sadique. Il a commencé à participer personnellement, de sa propre initiative, aux tortures et aux exécutions de ses concurrents. Ce qu'il faisait subir à ses victimes faisait frémir même les tueurs les plus aguerris. Des corps mutilés, auxquels on avait cousu des têtes de chiens ou de cochons, se balançant sur les ponts de Sinaloa, devinrent sa sinistre carte de visite. Des rumeurs glaçantes se sont répandues à Culiacán. La cruauté d'El Chino était si extrême que les habitants croyaient que ses victimes continuaient de subir des tourments infernaux, même dans l'au-delà. Voyant que l'ami intellectuel de son fils s'était révélé être un boucher né, impassible, le chef du cartel El Mayo l'a immédiatement pris sous son aile. José Arechiga Gamboa a été nommé garde du corps personnel de Vicente Sambada et a intégré l'élite des tueurs à gages de Sinaloa. C'est ainsi que mourut José, mari exemplaire et architecte. Et c'est ainsi que naquit El Chino, le bourreau dont le nom allait bientôt faire couler le sang à flots au Mexique. À la fin des années 2000, l'État mexicain de Sinaloa était devenu l'un des territoires les plus dangereux du pays. Les anciennes alliances, au sein des cartels de la drogue, s'effondraient, laissant place à une lutte acharnée pour le pouvoir. La scission entre le cartel de Sinaloa et le clan des frères Beltrán Leiva fut l'un des épisodes les plus sanglants de cette guerre. Il y a peu, les frères Beltrán Leiva étaient encore considérés comme des alliés de la direction du cartel de Sinaloa. Leurs hommes s'occupaient de la logistique du trafic de drogue, contrôlaient les itinéraires et assuraient la sécurité des cargaisons. Cependant, après une série d'arrestations et de soupçons internes, l'alliance a commencé à se désagréger. Bientôt les anciens partenaires
sont devenus des ennemis mortels. La guerre a éclaté rapidement et sans avertissement. Embuscades sur les routes, enlèvement d'intermédiaires, assassinat d'informateurs. Tout cela est devenu monnaie courante. Dans ce contexte, l'un des principaux dirigeants du cartel de Sinaloa, Ismael Zambada, a décidé de créer sa propre unité d'intervention, un groupe d'élite censé agir plus rapidement et avec plus de brutalité que les combattants habituels du cartel. L'organisation de cette nouvelle structure a été confiée à un homme connu pour sa cruauté et sa discipline, José Rodrigo Arechiga Gamboa. Arechiga avait la réputation d'être un commandant impitoyable. Il comprenait que les combattants habituels, habitués à la surveillance des entrepôts ou au transport de drogue, ne seraient pas en mesure de mener une véritable guerre contre les hommes bien armés de Beltrán Leiva. C'est pourquoi il a commencé à former cette unité pratiquement à partir de zéro. C'est ainsi qu'est apparu le groupe baptisé Los Antrax. Ce nom n'avait pas été choisi au hasard. La fièvre charbonneuse est une infection mortelle qui se propage rapidement et de manière dévastatrice. Arechiga voulait que son unité soit associée précisément à cet effet. Soudain, inéluctable et mortel. La sélection pour intégrer Los Antrax était rigoureuse. Arechiga examinait personnellement les candidats. Seuls ceux qui avaient déjà fait leurs preuves dans la violence et qui étaient prêts à exécuter les ordres sans hésitation étaient acceptés dans le groupe. La préférence était donnée aux personnes ayant une expérience militaire ou à celles qui avaient déjà participé aux affrontements armés du cartel. Les futurs combattants étaient formés aux tactiques de combat urbain. Ils s'entraînaient à agir en petits groupes mobiles, à changer rapidement de moyens de transport, à utiliser des armes automatiques et des grenades. Une attention particulière était accordée aux embuscades, l'arme principale de la guerre des cartels. Chaque combattant devait être capable, en quelques secondes, de transformer une rue ordinaire en champ de bataille. Dans la hiérarchie du nouveau groupe, Arechiga occupait le poste de commandant. Ses plus proches collaborateurs étaient René Velázquez Valenzuela, surnommé El Sarmiento Fénix, et Jesus Peña, connu sous le nom de El Vingt. La division s'est rapidement dotée de ses propres symboles. Tous les membres portaient une imposante bague en or ornée d'un crâne. Ils servaient à la fois de signe d'appartenance et d'avertissement. Vous avez devant vous un membre des Los Antrax. Bientôt le nom du groupe se mit à être prononcé à voix basse. De 2008 à 2013, les Los Antrax devinrent l'une des unités armées les plus brutales de la guerre des cartels. Leurs opérations étaient rapides et spectaculaires. Le plus souvent, tout commençait par une phase de reconnaissance. Les hommes d'Arechiga suivaient les itinéraires de leurs adversaires, étudiaient leurs habitudes, découvraient où ils se réunissaient et où ils se reposaient. Puis venait le moment de frapper. Les embuscades s'étaient tendues sur les routes, près des bars ou à proximité des maisons. Des voitures bloquaient le volume, bloquaient la route, puis s'ensuivait une attaque brève mais dévastatrice. Les tirs ne duraient que quelques minutes, mais ils laissaient sur l'asphalte des voitures accidentées, des carrosseries criblées de balles, et les corps de personnes qui, quelques instants auparavant, se croyaient en sécurité. Parfois, ces opérations se transformaient en actions d'intimidation spectaculaires. Les corps des adversaires tués pouvaient être laissés à des carrefours ou suspendus à des ponts, de manière à être vus par des milliers de personnes. On y laissait souvent des notes contenant des menaces à l'intention des autres membres des groupes rivaux. L'un des épisodes les plus retentissants s'est produit après la mort du commandant de Antrax, Francisco Arce Rubio. Le 1er novembre 2011,
Ilaten, où il a été tué lors d'une attaque menée par des combattants liés à Beltran Leiva. La mort de l'un des commandants a été le signal d'une vengeance immédiate. En l'espace de quelques jours, une série d'attaques a secoué tout l'État de Sinaloa. Des voitures te transportant des hommes armés faisaient leur apparition dans les rues la nuit. Ils traquaient les membres présumés du clan ennemi et les exécutaient sur place. Selon les chiffres officiels, plus de 20 meurtres ont été commis en un seul week-end. À Guamuchil, des passants ont découvert le matin des corps suspendus à des ponts. À Culiacán, des inconnus ont ouvert le feu sur un groupe de personnes sur un terrain de sport. Plusieurs personnes sont mortes sur place. D'autres ont été grièvement blessées. La ville vivait dans un état de peur permanente. La vanité de El Chino s'est avérée être une erreur fatale, réduisant à néant toutes ses compétences en matière de discrétion. Alors que les chefs de cartel, tels qu'El Mayo, vivaient dans l'ombre depuis des décennies, Arechiga aspirait désespérément à la reconnaissance de son statut. Ses comptes sur les réseaux sociaux se sont transformés en une vitrine tacite de la guerre de la drogue. Il publiait des photos où il portait des vêtements de créateur, brandissait des armes en or et exhibait des liasses de billets, transformant ainsi son mode de vie criminel en une série glamour. Arechiga ne comprenait pas que chaque photo constituait un dossier à part entière. Les analystes des services secrets américains se sont lancés à sa poursuite, non pas dans la jungle, mais dans le cyberespace. Ils ont utilisé des algorithmes sophistiqués de reconnaissance faciale et ont recoupé les métadonnées des photos, calculant les points de géolocalisation à partir des détails de l'arrière-plan. Hôtels de luxe, piscines et architecture spécifique des stations balnéaires. Même lorsqu'il tentait de cacher son visage, des détails uniques le trahissaient. Sa montre, ses baskets issues de collections en édition limitée et sa bague au crâne devenue légendaire. Pour les agents de la DEA, cette empreinte numérique s'est avérée être une feuille de route idéale. El Chino était tellement grisé par sa popularité auprès de ses abonnés qu'il en a oublié une chose. Dans le monde de l'argent et du sang, la notoriété est un arrêt de mort. Sa vie s'est transformée en une émission de télé-réalité dont la fin avait été prédéterminée par l'auteur lui-même, avant même qu'il ne se retrouve menotté à l'aéroport d'Amsterdam, fin 2013. José Rodrigo Arechiga Gamboa a tenté de quitter le Mexique. Il est arrivé aux Pays-Bas avec l'intention de rester en Europe pendant un certain temps. Les services secrets américains, qui surveillaient les activités des membres du cartel de Sinaloa, ont reçu des informations sur les déplacements d'Arechiga et les ont transmises aux forces de l'ordre néerlandaises. Le 30 décembre 2013, à l'aéroport de Schiphol, des agents de police néerlandais ont interpellé Arechiga. Des documents établis au nom d'une autre personne ont été découverts en sa possession. Au cours de l'enquête préliminaire, il a été établi qu'Arechiga avait tenté de modifier son apparence. Il s'était rasé la barbe, avait eu recours à la chirurgie esthétique et avait tenté d'altérer les empreintes digitales de ses doigts afin de compliquer l'expertise dactyloscopique. Cependant, son identité a été confirmée grâce à l'analyse des bijoux saisis lors de son arrestation, notamment une bague portant le logo du groupe Los Anthrax, qui figurait sur la plupart des photos d'Arechiga publiées sur les réseaux sociaux. Après une expertise médico-légale ayant permis de recouper les données biométriques, les autorités américaines ont confirmé que le détenu était bien José Rodrigo Arechiga Gamboa. En juillet 2014, Arechiga a été extradé vers les États-Unis. Il a été inculpé de trafic international de stupéfiants et d'appartenance à une organisation criminelle. Le procès a duré environ 1 an et demi. Au départ, Arechiga avait clamé son innocence, mais au cours de la préparation du procès au fond, il a changé de position
et a entamé des négociations avec l'accusation. Dans le cadre d'un accord avec les enquêteurs, Arechiga a fourni au parquet américain des informations confidentielles sur la structure du cartel de Sinaloa, les itinéraires d'acheminement de la drogue et les adresses des membres clés de l'organisation. Les renseignements qu'il a transmis ont permis aux forces de l'ordre américaines de mener une série d'opérations visant à démanteler les chaînes logistiques du cartel. Grâce à sa coopération avec les enquêteurs, la peine d'Arechiga a été considérablement allégée. Il a été condamné à 7 ans et 3 mois d'emprisonnement, dont il a effectivement purgé 6 ans. Les actions d'Arechiga, consistant à transmettre des informations internes du cartel, ont été considérées comme une trahison par la direction de l'organisation de Sinaloa. Le 3 mars 2020, Arechiga a été libéré avant terme de la prison fédérale et placé en résidence surveillée. Il lui a été ordonné de résider à un endroit précis sur le territoire de l'État de Californie, sans s'en éloigner de plus de 500 mètres. Cependant, le 9 mai 2020, les forces de l'ordre ont constaté une violation des conditions de sa libération. Arechiga a quitté son lieu de résidence et a pris la fuite. On suppose qu'il a tenté de retourner au Mexique, dans la ville de Culiacán, où vivaient ses proches. Le 14 mai 2020, à Culiacán, un groupe armé a attaqué la maison où se cachait Arechiga. Les assaillants ont agi rapidement et sans faire de bruit. Après un bref échange de coups de feu, Arechiga, sa sœur et son mari ont été capturés et emmenés vers une destination inconnue. Le lendemain, le 15 mai, la police a découvert une voiture abandonnée sur le territoire de la municipalité d'Ayutela, État de Sinaloa. Les corps de 3 personnes se trouvaient à l'intérieur. L'autopsie a confirmé que l'une des victimes était José Rodrigo Arechiga Gamboa. Les corps portaient des traces de torture brutales. Tous 3 avaient été tués d'une balle dans la tête et des sacs en plastique avaient été fixés sur leur tête, un élément caractéristique des exécutions perpétrées au sein des groupes criminels. Les enquêteurs ont presque immédiatement conclu qu'une telle opération à Culiacán, ville sous le contrôle direct du cartel de Sinaloa, n'aurait pas pu être menée sans l'accord de ses dirigeants. Le silence total des anciens compagnons d'armes d'Arechiga a constitué une autre confirmation indirecte. Au cours des mois qui ont suivi, il n'y a eu ni vengeance, ni déclaration publique. Pour ceux qui comprenaient les règles internes du cartel, c'était un signal éloquent. Ce meurtre n'était pas un acte de violence fortuit. Il s'agissait d'un règlement de compte, devenu l'issue inévitable et évidente pour un homme qui avait tenté de trahir le cartel et de s'enfuir. Mais une question demeure. Pourquoi Arechiga est-il finalement revenu dans son pays natal? Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt.